Donc moi je vais enchaîner en vous parlant de solutions pour bâtir des distributions Linux qu'on va essayer d'intégrer dans ce monde d'Internet des objets. Donc les slides sont en licence Creative Commons, donc je pense que vous pourrez les avoir sur le site de SophiaConf, sinon vous les aurez sur SlideShare. Donc vous pouvez les réutiliser. Alors, brièvement, je me présente. Donc, je suis associé au sein de CIO Système Embarqué qui fait de l'ingénierie en électronique et en logiciel. Je m'occupe des technos Linux dans cette société. On fait du Linux embarqué depuis 2000 et de l'Open Embedded du Yocto depuis 2008. Et moi-même, je suis formateur en Linux embarqué et membre de la commission logiciel libre de Made in Soft, qui est l'association marseillaise, qui est un peu le pendant de Télécom Valley. Donc, en termes de contexte, quels sont les différents operating systems qu'on peut retrouver dans une pile IoT? Donc on part des capteurs, on va passer par des gateways, et après on va arriver dans le cloud. Donc au niveau du cloud, en général, on va trouver du GNU Linux ou du Windows. Au niveau des capteurs, on va trouver des OS qui sont dédiés. Donc pourquoi? Parce que... Vous êtes en mode présentateur là-haut. Ah merde, pardon. Échanger, comment on fait? C'est pas la machine. Ah, il faut que j'arrive à la voir. Le problème, c'est que je vois pas la souris. Pardon. Ça compte comme un truc, ça. Le problème, c'est qu'il faudrait que j'arrive à voir la souris. Je sais pas où est la souris. On va la trouver, la souris. Ah, souris. C'est juste que c'est l'autre pointeur. Le problème, c'est qu'il faut que j'arrive à voir la souris. Cliquez sur échanger. Et ouais, mais j'arrive pas à voir la souris en éteint. Elle est où la souris? Elle est là. Elle est là. Alors, elle est ici. Impeccable. Ça y est. Alors, on va vite. Hop. Voilà, on reprend. Donc, je disais dans le cloud, en général, les OS, c'est GNU Linux et Windows. Sur les devices, ça va être des OS dédiés, parce qu'en général, les devices sont assez réduits en taille, en puissance de CPU, donc des choses comme Riot, Contiki, Embed ou FreeRTOS. Si la gateway, c'est du smartphone, on va avoir de l'iOS ou de l'Android. Par contre, c'est là où je veux en venir. Si la gateway elle est bâtie avec une carte électronique, style carte ARM ou autre, Raspberry, carte Freescale, carte TI, etc., là, on va mettre de l'embedded Linux. Et c'est cette partie-là du monde de l'Internet des objets qui va précisément nous intéresser quand on parle d'outils de type Yocto. Quelques middleware de ce monde-là. Donc on a un peu une grosse compétition pour savoir qui va s'imposer en tant que middleware pour faire communiquer. Alors ce sera peut-être Busit, mais là j'ai cité des un peu plus gros. Donc Fred avec le Fred Group, donc derrière c'est Google et Nest, IoTVT et AllJoyn. Donc IoTVT c'est Open Interconnect Consortium et AllJoyn c'est Allsyn Alliance, sachant que IoTVT et Allsyn Alliance sont des projets collaboratifs qui sont sur le site de la Linux Foundation. Donc vous n'avez qu'une quinzaine ou une vingtaine de projets collaboratifs et il y en a 2 dédiés à l'Internet des objets qui en plus se tirent un peu la bourre puisqu'ils sont exactement sur le même créneau. Et Yocto là-dedans, alors Yocto c'est l'outil du Yocto Project. Donc Yocto, où est-ce qu'il va pouvoir intervenir? Il va intervenir sur la brique Linux embarquée. Donc en général, plutôt sur l'aspect gateway, ou alors sur des capteurs, mais qui sont suffisamment costauds en termes de ressources pour pouvoir faire tourner un Linux. Et donc quand on va se mettre dans ce monde-là, si on veut bâtir des solutions qui soient pérennes et robustes, il va falloir des outils un petit peu professionnels, parce que fut un temps, le Linux embarqué, c'était un peu le Far West et le truc où chacun faisait sa petite bidouille dans son coin. Et en fait, il y a eu besoin d'une structuration de la filière. Et aujourd'hui, Yocto représente la référence dans tout ce qui est création de distribution GNU Linux embarqué professionnel. Et c'est aussi un projet soutenu par la Linux Foundation. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un outil de build? On va avoir besoin d'un outil de build
Parce que dans une logique économique, quand on travaille en open source, on va essayer de réduire les time to market et d'optimiser ses coûts. Et comment on va faire ça? On va puiser dans l'écosystème, on va arrêter de réinventer la roue et on va venir prendre des choses dans l'écosystème qui est vachement riche et on va essayer d'assembler tout ça pour en faire un device qui convient à une logique métier et en se focalisant sur la valeur ajoutée métier et non pas sur la tuyauterie ou sur réinventer des choses qui l'ont déjà faites. Le problème, c'est que ça va introduire une problématique de gestion de complexité parce que le monde open source et le monde Linux, c'est un monde qui est extrêmement fragmenté. Il n'y a pas de grand Manitou à la Microsoft qui régule tout le monde. Et donc, il va falloir qu'on assemble pas mal de choses, voire beaucoup de choses, dans un ensemble cohérent qui finalement réalise la fonction du device. Et le problème, c'est que comme il n'y a pas de barycentre pour harmoniser tout ça, chaque projet contributeur vit sa vie un petit peu à son rythme. Et donc, dès qu'on va mettre un grand nombre de logiciels, de composants logiciels entre eux, ça va commencer à se compliquer en termes de cohérence. Donc, si on veut un outil de build, c'est pour éviter ça. C'est de faire une belle tour de Babel qui, à un moment donné, s'écroule parce qu'on a mis ensemble des choses qui ne sont pas bien connectées, qui ne sont pas bien harmonieuses. Et du coup, on bâtit une solution qui a une vocation industrielle et on la retrouve un petit peu par terre. Et en fait, pourquoi s'outiller? Parce qu'en fait, ici, avec l'outil Yocto, on peut faire un réseau de dépendances entre les composants logiciels qu'on embarque dans la distribution. Et ça ressemble à peu près à ça. En gros, c'est un plat de spaghettis où vous avez des centaines de dépendances de composants les uns par rapport aux autres. Et rapidement, ça dépasse la capacité de NG qui va commencer à arbitrer dans tout ça. À titre d'exemple, j'ai pris Nautilus qui est mon file manager. Nautilus, dans sa version de l'époque, dépend de 62 librairies. Donc j'ai un problème de cohérence de la version de mon logiciel Nautilus avec 62 librairies qui vivent leur vie séparément du développement de Nautilus. Donc ça, c'est un exemple parmi N. Et donc, si on s'intéresse à ce qu'on peut mettre dans une carte électronique un peu riche aujourd'hui en termes de Linux, on va avoir des centaines de composants qui vont interagir et il va falloir mettre de l'ordre dans tout ça. Donc Yocto, là je vais prendre un peu de recul et essayer de vous pointer les choses. Donc ça visualise un petit peu le workflow de Yocto. Alors, il faut voir que Yocto est un outil de packaging qui va s'appuyer en fait sur des sources qui sont des sources amont. C'est-à-dire qu'en fait, il va venir puiser dans l'écosystème du logiciel libre avec ce qu'on appelle des upstream projects et pourquoi pas vos projets locaux que vous avez pu développer dans votre société. D'accord ? À partir de ça, qui sont, je dirais, la base qu'il va falloir intégrer comme brique pour créer une distribution Linux embarquée, on va avoir sur le côté ce qu'on appelle des métadatas. Donc des métadatas, c'est quoi? C'est des recettes de fabrication pour faire travailler l'outil. Vous avez aussi ici ce qu'on appelle des couches BSP qui vont pouvoir permettre de faire une distribution une fois pour du ARM, une fois pour de l'Intel, une fois pour telle carte, une fois pour telle autre. Donc ça, tout ça, ce sont les entrées. Moi, je vous passe les autres qui sont un peu du détail. Et au milieu, vous avez un gros moteur dont le but est d'aller fetcher sur le web ou sur vos repositories locaux vos projets, donc vos sources, qui vont pouvoir appliquer des patchs locaux pour pouvoir faire des correctifs si nécessaire, et qui vont faire le cycle habituel du monde Linux qui est configurer, compiler, installer. D'accord ? Compiler, configurer, installer. Une fois que c'est fait, il y a un certain nombre de vérifications de qualité qui sont passées, et au sorti de ça, vous allez générer du paquet. Alors, du paquet suivant les deux obédiences qui sont soit les paquets RPM, soit les paquets Debian. Et une troisième obédience qui est plus spécifique à l'embarqué, qui est l'IPK, qui est en fait un format Debian légèrement compacté, mais qui est compatible Debian. Une fois que vous avez créé vos paquets, vous alimentez des repositories, qui sont exactement les mêmes repositories que vous irez chercher chez Debian ou chez Ubuntu sur le net, sauf que ce sont vos repositories locaux que vous avez créés vous-même. Parce que quand vous créez une distribution avec l'outil Yocto, vous créez tout vous-même, c'est-à-dire vous compilez tout vous-même. Et en sortie, vous allez pouvoir générer soit une image prête à déployer, soit un SDK qui peut être transmis aux développeurs. C'est-à-dire que si je travaille avec une carte ARM et que je vais devoir travailler avec un compilateur croisé, il va falloir que je fournisse à mes développeurs applicatifs un SDK qui représente ce qu'il trouvera effectivement sur la carte dans ma distribution. Et donc, c'est à ce moment-là
que la personne qui est en charge de créer la distribution et de la packager va produire à la fois l'image déployable, mais le SDK qui va permettre aux développeurs de rajouter la valeur ajoutée métier. Bon, ça, c'est ce que je vous ai raconté. Alors, au cœur de tout ça, il y a un moteur qui s'appelle BitBake. BitBake est un moteur qui est écrit en Python, qui est en fait un moteur qui enchaîne des tâches et il va enchaîner toutes les tâches nécessaires à la fabrication d'une image. Alors c'est un outil qui est en ligne de commande. Les Linuxiens aiment encore bien la ligne de commande. Enfin, moi, en tout cas, moi, c'est mon cas. Et si par exemple, vous prenez une métadonnée qui s'appelle core image minimale, qui est le descriptif de ce qu'il faut faire pour faire une image de base en console, par une seule ligne de commande, vous tapez BitBake core image minimale et ça vous calcule toutes les tâches qu'il faut faire d'un point de vue élémentaire et ça va vous les enchaîner dans le bon ordre, depuis la création d'une toolchain croisée jusqu'à la compilation du kernel, jusqu'à la compilation de tout ce qu'il faut et ça va vous sortir une image. C'est-à-dire qu'une ligne de commande et quelques heures de CPU ou peut-être quelques heures ou quelques demi-heures de CPU, je vais fabriquer l'image en l'ayant entièrement compilée sur mon PC. C'est-à-dire j'aurai compilé la totalité de l'image. Bon, les sorties, je vous ai expliqué. Donc le moteur BitBake, il est écrit en Python. Et en fait, il va brasser les métadonnées, qui sont les jeux de recettes pour fabriquer les paquets. Et dans ces métadonnées, on va créer un descriptif de toutes les dépendances. C'est comme ça que quand je dis que je veux faire BitBake core image minimale, on sait que dans core image minimale, on veut mettre tel et tel paquet, et après on sait que tel paquet va dépendre de tel autre paquet, etc., etc. Et donc on va pouvoir créer l'arbre des dépendances et tout faire dans le bon ordre. Donc les tâches élémentaires qu'enchaîne le moteur, c'est fetcher, c'est un paquet, c'est extraire dans un répertoire de travail, c'est appliquer des patchs, configurer, compiler, installer. Au passage, l'outil installe les fichiers de licence dans un répertoire et vous génère un manifeste pour que vous sachiez exactement ce que vous mettez dans votre image en termes de licence. Et donc fabrique les paquets et fait aussi ce qu'on appelle le sysroot, qui est le système de dev temporaire qui va vous permettre de compiler tous les paquets. Alors, une recette, c'est quoi? Une recette, c'est du fichier texte et c'est des variables d'environnement. Dans ces variables d'environnement, on va décrire un certain nombre de choses et il y a des tâches élémentaires qui peuvent être écrites soit en C, soit en Shell, soit en Python. Du style, pour compiler, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il y aura 2-3 exemples dans les slides d'après. Et ce jeu de recettes qui sont les métadonnées qui permettent à l'outil de tourner, en fait, c'est géré par toute la communauté Yocto. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça veut dire que la cohérence des centaines de paquets qui vont constituer ma distribution, je ne vais pas être seul face à cette problématique, c'est toute la communauté qui travaille à maintenir la cohérence de toutes les métadonnées des recettes. Et donc, la communauté aussi travaille à mettre à jour les métadonnées de recettes en fonction de l'évolution des projets upstream, parce que les projets upstream, ils ne s'arrêtent jamais. Et donc, en permanence, il y a une nouvelle version. Et en permanence, il faut réactualiser les métadonnées pour que toutes les métadonnées à un instant T soient cohérentes entre elles. Quand c'est nécessaire, il y a aussi création de patchs locaux en attendant que le projet upstream ait fait le nécessaire. Donc voilà à quoi ressemble un fichier de recettes. C'est relativement lisible. Il y a ici des variables d'environnement et chaque variable d'environnement a une valeur. Donc il y a une syntaxe qu'il faut apprendre, mais c'est relativement, je dirais, pour des recettes de base, c'est relativement compact et relativement lisible. Ici, une autre recette qui contient, en fait, je vous avais parlé de variables d'environnement, c'est tout ça. Et ici, vous avez des tâches. Alors là, elles ne sont pas très développées. Et ça, vous voyez que c'est du shell script. On pourrait trouver du Python pour des choses beaucoup plus élaborées. Et ici, vous avez comment fabriquer une image. Alors, comment fabriquer une image? En gros, c'est dire l'ensemble des paquets que l'on veut mettre dans l'image, et à partir de là, l'image va se calculer. Bon, au-dessus, il y a quelques notions supplémentaires qui sont des features, mais je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on n'en a pas trop le temps. Alors, ce qu'il faut savoir,
c'est que l'outil est un outil principalement console. C'est-à-dire que la plupart des choses de fabrication d'images et de création de nouvelles métadonnées se font en mode console. Bon, il existe quand même des choses graphiques qui apparaissent. L'ancienne s'appelait Hob, la nouvelle s'appelle Toaster. Et il y a un plugin pour Eclipse. Mais franchement, pour l'instant, la valeur ajoutée, elle n'est pas géniale à part d'avoir du graphique pour avoir du graphique. Donc les gens qui veulent travailler avec Yocto, s'ils sont réfractaires à la console, ben, ça risque de les gêner un petit peu. Il faut prévoir énormément de disques et de temps CPU. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez builder entièrement votre distribution en local, y compris la toolchain, y compris la libc, etc. Donc ça prend du temps CPU. Et puis, le fait de garder les étapes intermédiaires de toute la fabrication peut vous aider à repartir si vous avez un problème. Et ça, par contre, c'est consommateur de disques. Typiquement, moi, quand je démarre une nouvelle distribution, entre 50 et 100 gigas de disques, ce n'est pas aberrant. Parce qu'en fait, pour faire un paquet, on va faire plein d'étapes et on va garder toutes les étapes intermédiaires. Et au final, si j'ai une image à déployer qui fait 200 mégas, j'aurai quand même généré peut-être 50 gigas de données. La connaissance de Python n'est pas complètement obligatoire, mais ça peut être un plus pour comprendre et développer des métadonnées et des recettes. Par contre, vu que vous générez toute une distribution, il est clair que si vous connaissez les standards du monde de GNU Linux, à savoir les autotools, le package config, toutes les choses comme ça, ça va vous faciliter la vie. Mais ce n'est pas du fait de l'outil, c'est du fait des logiciels que vous brassez. Et quand il y a un problème, il faut rentrer dans les logiciels qui sont brassés. Alors en conclusion, Yocto va vous fournir un framework complet pour développer des distributions embarquées qui soient riches et fiables. Parce qu'il y a un jeu de recettes qui est très large. Vous pouvez faire des choses avec du graphisme, de la vidéo. Vous pouvez quasiment refaire une distribution de PC, même si ce n'est pas normalement le but. Vous avez une forte communauté d'utilisateurs et vous générez des images qui vont être pré-paramétrées, prêtes à l'installation. Ce que je veux dire par là, c'est que quand je vais faire une distribution pour le monde de l'embarqué, ce n'est pas comme pour le monde du PC où derrière j'ai un admin système qui va me créer les comptes, qui va me paramétrer le réseau et compagnie. Ça, il faut que ce soit déterminé dès le calcul de l'image. Et Yocto prévoit les mécanismes qui permettent de entièrement coder dans l'image tous les réglages. Et ça va vous permettre de faire un SDK exportable à vos développeurs. Donc c'est le framework et la communauté qui vont gérer pour vous la complexité de l'écosystème Linux. Et aujourd'hui, il faut voir que Yocto est rallié par tous les fondeurs majeurs. Alors là, je vous ai cité que ceux qui sont sur le site du projet en tant que membres officiels, mais il y en a d'autres. Donc Intel, AMD, Freescale, TI, Broadcom ou Huawei. Vous avez ST Microelectronics qui le fait aussi, mais qui n'est pas encore référencé sur le site. C'est aussi le fondement de tous les grands des distributions Linux commerciales. WinRiver Linux, Enea Linux, Mentor Graphics, etc. Vous avez 2 releases par an, donc c'est relativement prévisible, printemps-automne, un peu à la Ubuntu. Et dans le domaine de l'IoT, vous avez IoTVT qui est compatible Yocto, c'est-à-dire que le projet IoTVT a créé une brique qui s'est introduite dans Yocto et du coup, vous pouvez faire de l'IoTVT sur une base Yocto. Dernière chose, Yocto n'est qu'un outil de packaging. Donc après, tout est dans la sélection des projets upstream qui sont utilisés. Ceci dit, la communauté va pouvoir faire des corrections locales s'il y a un problème. Et il y a un effort de sélection de paquets sérieux, parce que quand vous voyez les gens, à la fois chez les founders et chez les marchands de distribution commerciale, quand ils injectent quelque chose dans Yocto, ils veulent que ça marche. Donc aujourd'hui, il y a un effort de sélection de projets sérieux. Par contre, c'est un outil qui est assez lourd. Donc il y a un temps de prise en main qui est quand même pas négligeable. Et il y a une courbe d'apprentissage naturelle qui est de dire, au début j'utilise sans trop comprendre, après je commence à comprendre, et après je commence à dominer le truc, et je me jette à créer mes recettes, à modifier des recettes, à faire des choses plus évoluées. La documentation est vachement bien faite, c'est-à-dire qu'avec l'outil et sur le site, vous avez une documentation de pro, qu'on trouve rarement, à mon sens, dans des projets open source. Là, il y a vraiment une documentation de qualité. Et puis, si vraiment c'est trop compliqué, il ne faut pas hésiter à se faire aider par un professionnel pour réduire votre time to market. Voilà, rapidement présenter l'outil. Je ne sais pas si on a quelques questions.